Bonjour. Nous retournons à Bordeaux aujourd'hui avec un excellent cru bourgeois, le château Sociando-Malais de la famille Gautreau. C'est l'occasion de vous parler de cette aventure assez étonnante de Jean Gautreau quand il a racheté ce domaine dans un triste état en 1969. Et puis j'en profiterai aussi pour vous parler un peu du contexte dans le pays dans ces années-là. Je ferai un petit panorama rapide de la décade 59-69 où il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, avec les événements, la guerre en Ukraine, on a un peu tendance à croire que depuis la Seconde Guerre mondiale, tout se passait très bien, en France et ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Question 20, le grand tournant, c'est quand même 59-61, deux grands millésimes, partout en France d'ailleurs, et qui marquent la fin d'une époque. Évidemment, on ne s'en est pas trop rendu compte sur le moment, comme souvent, et aujourd'hui c'est tout à fait évident. Il y a au moins trois choses qui vont marquer l'époque. C'est d'une part l'arrivée de la sélection clonale, la mécanisation qui devient très importante et qui va modifier l'allure des vignobles parce qu'il va falloir adapter les plantations au matériel, c'est-à-dire au tracteur enjambeur. Donc on va être obligé de laisser la place entre les rangs de vignes, ce qui va modifier la morphologie de la vigne. Et puis l'arrivée aussi massive des produits de synthèse, des produits chimiques dont on connaît aujourd'hui la nocivité et dont on n'arrive pas complètement à se débarrasser malheureusement. Pour reparler du contexte, 1959, c'est une année quand même très agitée dans le monde. Il y a la révolution cubaine de Fidel Castro qui va enclencher un risque de guerre mondiale avec l'affaire des fusées de Cuba, la crise cubaine de 1962. Quant à la France, elle se débat dans la guerre d'Algérie. Tout le monde attend que le général de Gaulle, qui est revenu en 1958, règle l'affaire en 5 minutes, comme disait Trump, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il va se heurter aux cadres de l'armée qui, eux, veulent rester en Algérie et qui ne comprennent pas qu'un général ne le veuille pas, un personnage aussi célèbre que le général de Gaulle. Ce qui provoquera le putsch d'Alger en 1961. Et finalement, ça se terminera par les accords d'Évian en mars 62 et l'indépendance de l'Algérie l'été suivant, avec des soubresauts ultérieurs, notamment l'attentat du Petit Clamart en août 62 qui a bien failli faire disparaître le général de Gaulle. Pour ce qui est donc de la France, c'est une période assez difficile. Et puis, pour revenir au vin, la décade 59-69, eh bien, c'est un régime de douche froide en termes climatiques. 59-61, grande année, 62, belle année, sans plus, 63, c'est un désastre, 64, c'est moyen, 65, un désastre, 66, une grande année, 67, une belle année, 68, le désastre, 69, un peu quand même. À l'époque, Jean Gautreau est un jeune homme qui a une petite affaire de négoce de vin. Et un de ses clients, belge en l'occurrence, cherche à acheter un vignoble dans la région. Jean Gautreau connaît très bien le Médoc puisqu'il est né à l'Espar, un peu plus au nord. Et donc il se met en chasse et va atterrir, si l'on peut dire, à Saint-Seurin-de-Cadourne. Saint-Seurin-de-Cadourne, c'est l'extrême nord de l'appellation Médoc, on est au-delà de Saint-Estèphe. On est assez proche du fleuve. Et donc, il arrive à Saint-Seurin et il voit un vignoble dans un triste état. Il y a environ 5 hectares seulement en production, des bâtiments en ruine. Enfin, c'est une catastrophe. Mais il a une intuition géniale. Une intuition géniale, c'est que ce vignoble a un réel potentiel. Notez bien qu'il ne part pas de zéro, on est toujours sur l'appellation au Médoc. Enfin, de là à croire à l'avenir de ce secteur, ce n'était pas du tout évident à l'époque. Finalement,
ce vignoble, il ne va pas le proposer à son client, mais il va le garder pour lui. Et malgré les hésitations et puis aussi les commentaires des gens du village, parce que Saint-Seurin en 69, 68, c'était pas grand monde, on lui dit oh là là, monsieur Gautreau, c'est une catastrophe, vous n'allez pas acheter ce truc-là. Il le fait et il paye ça 250 000 francs de l'époque, naturellement. Alors sur internet, j'ai essayé de traduire en euros d'aujourd'hui, on serait à 330 000 euros à peu près. Quand on pense qu'aujourd'hui le vignoble a plus de 80 hectares, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une affaire. Mais enfin, à l'époque, il fallait y croire. Ce vignoble, donc 5 hectares, a 1 hectare ou 2 de vignes pré-phylloxériques, ce qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire des vignes françaises qui n'ont pas été surgreffées sur les porte-greffes américains et qui donc sont potentiellement sensibles au phylloxéra. Malgré tout, Jean Gautreau va les garder quelques années, il arrachera ses vignes, parce que ça quand même, ça craint en termes d'état sanitaire, en 1978. Il va commencer donc à s'occuper de ce vignoble, en espérant que son intuition est juste. Donc ça, sa première visite, c'était fin 68, 68 qui a été bien sûr célèbre pour les événements du mois de mai, mais au point de vue climatique, si mai a été beau, l'été ça a été une catastrophe, on a vendangé sous la pluie. De très nombreux châteaux auraient dû déclasser, sauf Aubryon, qui avait réussi quelque chose d'assez étonnant dans ce désastre. J'ai goûté Lafite 68, c'était vraiment de la dentelle, ils auraient mieux fait de ne rien faire. Donc arrive la première récolte pour Jean Gautreau, c'est 1969, et 1969 à Bordeaux, c'est pas terrible, alors que ça a été une belle année en Bourgogne. Et donc il se pose des questions, est-ce que par hasard je me serais bien planté ? 69 a été d'ailleurs correct sur l'autre rive, sur le Libournais. Donc il est dans l'expectative, et en 70 arrive le grand millésime qui va lui remonter le moral à toute vitesse. Parce que le peu qu'il produit, c'est quelqu'un déjà d'avisé, qui a l'habitude de la dégustation et qui se rend compte qu'il a un vrai potentiel. Et effectivement, ça va amplement se confirmer dans les années qui suivent. Et on peut dire que ce château va atteindre son apogée dans les années 80-90, où il va être l'objet d'une mode quand même, il faut le reconnaître. Les critiques sont devenus d'un enthousiasme délirant, ils le voyaient quasiment au niveau des 3e crus classés, ce qui est quand même peut-être exagéré. Il n'en reste pas moins vrai que ce château est dans le top des crus bourgeois encore aujourd'hui. Alors, crus bourgeois, je suis obligé de vous préciser quelque chose, c'est que Jean Gautreau s'est retiré du classement en 2003, et comme bien d'autres d'ailleurs, il ne s'est plus intéressé du tout à cette histoire-là. Un nouveau classement des crus bourgeois vient d'avoir lieu, là, ce mois-ci. 170 châteaux, je trouve ça excessif. En fait, il y en avait encore plus avant. Trop, c'est trop, mais enfin bon, ça, voilà. Pourquoi les meilleurs crus bourgeois n'y figurent pas, comme Potensac, Gloria, Félan-Ségur ? C'est parce qu'ils jugent comme Gautreau que ça n'a pas que des contraintes pour eux et qu'ils ont une solide clientèle et qu'ils n'ont plus rien à prouver, ce qui est tout à fait exact. L'avantage aujourd'hui de ces classements, c'est de donner un éclairage justement sur des domaines beaucoup moins connus. Je vous rappelle d'ailleurs que les notions de crus bourgeois datent des années 30, qu'il y a eu des tas de classements, de polémiques, de conflits d'intérêts, etc., etc. Pour vous, si vous n'y connaissez pas grand-chose, c'est quand même une liste qu'il faut consulter si vous souhaitez faire des achats dans cette région. Beaucoup de ces vins-là offrent des rapports qualité-prix excellents. Mais revenons donc à ce vin, ce Ciando Malais, qui atteint sa gloire, enfin qui atteint la gloire, si vous voulez, dans les années 80-90, à une époque où sa manière de travailler était totalement en phase avec le marché. Et le marché, c'était quoi ? Des vins assez profonds, massifs, tanniques, avec derrière l'influence du critique américain Robert Parker. À l'époque, ce vin, comme beaucoup d'amateurs, m'impressionnait beaucoup. Et je pense, mais il faudrait le vérifier, qu'il était relativement plus cher à l'époque qu'aujourd'hui. C'est dû en partie au fait que la concurrence est bien plus vive aujourd'hui que dans les années 80-90. Au point de vue encépagement, on est aujourd'hui à plus de la moitié en merlot, une quarantaine de pourcentage de
Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon, pardon, et le reste un Cabernet Franc. C'est Sylvie Gautreau qui gère le domaine aujourd'hui, puisque Jean Gautreau est décédé en 2019. Elle est un peu dans une situation, comme on dit élégamment, le cul entre deux chaises pour les vinifications futures, parce que vous savez que les gens aiment maintenant les vins jeunes qui ne veulent plus attendre. Or, arrivé à un certain niveau de terroir, il faut faire un compromis. Parce que sinon, on le massacre complètement à vouloir faire des vins flatteurs dans leur jeunesse et qui vieillissent trop vite. Actuellement, on peut considérer que dans les grands Bordeaux, ils opèrent un compromis tout à fait remarquable. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que ça continue comme ça. Les choses, d'ailleurs, ne sont pas toujours très... les gens ne sont pas toujours très optimistes parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à Bordeaux. Ils ont des problèmes spécifiques, mais aussi tous les problèmes généraux des vignobles français qui sont en état de surproduction, avec beaucoup trop de vins interchangeables. Et beaucoup de viticulteurs ont sous-estimé la concurrence ces, disons, 15 ou 20 dernières années. Nous allons donc goûter ce vin. Le directeur technique s'appelle Monsieur Huguegnot. Et ce monsieur travaillait au château Louden, plus au nord, qui a été revendu récemment. Peut-être, je pense qu'il a fait une bonne opération en venant travailler à Sociando au Malais. Il fait un deuxième vin, évidemment, comme ailleurs, la Demoiselle, et une cuvée qui est élaborée que de certaines années, une cuvée parcellaire, qui s'appelle cuvée Jean Gautreau. Le millésime, donc, c'est 2012, c'est un beau millésime qui est passé un peu sous les radars, à l'image de 2014. Aujourd'hui, les grands Bordeaux 2012 sont à leur apogée. Je vais quand même exclure les premiers crus classés qui ont encore de l'avenir. Même en 2014, par exemple, les super seconds et les super seconds ne sont pas encore à leur apogée, comme par exemple Léoville Lascaz. Nous allons donc goûter ce Sociando Malais. La robe est tuilée, ce qui est attendu. Le nez est intense, sur la glisse. La mûre. La crème de cassis ou de framboise. On est un peu entre les deux. On sent déjà une grande intensité aromatique. Il faut s'attendre à un vin bien concentré. Très joli nez, intense. Voilà un vin très charpenté, tannique, assez long à bouche. Le problème maintenant aujourd'hui, c'est l'amateur. Est-ce qu'ils aiment encore ces vins-là? Ça date donc il y a 13 ans maintenant. Moi j'aime beaucoup parce que j'ai eu la culture Bordeaux dès ma jeunesse. Mais ces vins-là, goûter trop jeune, ça ne peut pas plaire. Donc l'avenir, on ne sait pas trop. Il n'en reste pas moins que ce genre de vin est une référence. Ça tourne dans les 30-35 euros, suivant les millésimes et les circuits. Donc si vous estimez que les crus classés sont beaucoup trop chers pour votre porte-monnaie, ce qui est tout à fait, se défend tout à fait, vous avez beaucoup de choses à explorer sous le terme de cru bourgeois ou assimilé, puisque moi je parle de cru bourgeois par facilité, je désigne simplement les meilleurs Bordeaux du Médoc qui ne sont pas classés. Et pour terminer, il y a un vin qui ne sera jamais classé cru bourgeois, d'abord il ne le demandera jamais, mais c'est dû à sa situation particulière et qui survole absolument tous les crus bourgeois ou assimilés aujourd'hui, c'est tout simplement le Clos du Marquis, qui fait partie bien sûr du domaine de Léoville Lascaz, qui est donc vinifié à part et qui a un niveau de finesse remarquable. Je le considère comme un troisième cru classé. Mais la famille de longs propriétaires n'a aucun intérêt à demander un classement cru bourgeois. Il n'en a pas du tout besoin. Voilà, à bientôt.